Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Afrique Média. Bienvenue à cette édition du journal. Les titres. Une quarantaine de hauts responsables africains, dont 13 chefs d'État et 2 premiers ministres, sont à Istanbul pour prendre part au 3e sommet Turquie-Afrique depuis ce vendredi matin. Un sommet qui va donc s'achever demain samedi. Ils doivent discuter du renforcement de la coopération sur les fronts économiques, sécuritaires et culturels mises en place ces dernières années par Ankara. L'élection présidentielle prévue dans quelques jours pourrait ne pas avoir lieu du côté de la Libye. L'incertitude plane donc sur tous les toits, tant au niveau de la commission électorale qu'au sein des populations qui redoutent justement la tenue de ces élections le 24 décembre prochain. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur Afrique Média. Bienvenue à cette édition du journal africain. Démarrons-le avec l'Afrique de l'Ouest, plus précisément du côté de la Côte d'Ivoire, où nous parlons de la reprise justement du dialogue politique. Car il se trouve que le Premier ministre Patrick Achi a ouvert justement ce vendredi matin la nouvelle phase du dialogue politique au nom du président Alassane Dramane Ouattara. Le dialogue sera donc transparent et inclusif, selon le chef du gouvernement. Le dialogue politique qui s'est ouvert justement ce jour même, se tient donc à Descends en dehors de tout calendrier électoral. Il va donc naturellement se dérouler dans un climat social apaisé. Pour le chef de la primature, c'est donc une chance à saisir par-delà des différences de vues légitimes qui font la nature même et la richesse d'une démocratie afin de construire ensemble justement l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'événement va donc regrouper plusieurs partis politiques, dont ceux de l'opposition, comme le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le Front populaire ivoirien, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui va principalement aborder les futures élections locales prévues donc en 2023 et l'épineuse question de la réforme de la commission électorale indépendante. Chaque responsable de parti politique pourra donc être accompagné de 2 personnes, a fait savoir le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, ajoutant que les modalités du dialogue seront définies quand les différents acteurs seront dans la salle B de la primature au plateau. Les recommandations qui sortiront justement de ces assises seront donc remises au président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Pour donc commenter cette actualité relative, bien sûr, à la reprise du dialogue politique en Côte d'Ivoire, nous sommes en compagnie de Sylvain de Bungou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Linda, bonsoir Afrique Média et bonsoir en tout cas à tous les techniciens de cette télévision panafricaine. Alors, depuis ce matin, c'est tout simplement le dialogue politique qui fait parler de lui du côté, bien sûr, de la Côte d'Ivoire. Un dialogue où l'on retrouve effectivement plusieurs formations politiques de l'opposition et même déjà le tout nouveau parti créé par l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo. Oui, je vous remercie encore pour cette antenne, mais nous disons que ce dialogue, je dirais, politique en Côte d'Ivoire va accoucher. Nous ne sommes pas des pessimistes, mais c'est la réalité du terrain et les faits qui se passent en Côte d'Ivoire. Ce dialogue va aboutir, en tout cas, à une souris. Cette montagne va accoucher d'une souris parce que aujourd'hui, le problème ivoirien n'est pas seulement au niveau des partis politiques. Il concerne profondément la société civile. Et donc, il y a aujourd'hui des personnalités ou bien des personnes qui sont tellement impliquées dans cette affaire, mais malheureusement qui n'ont pas été associées. Alors, nous disons que les petits partis d'à côté, chacun va camper sur sa position, que ce soit le président Laurent Gbagbo avec son nouveau parti, le président Bédié et Alassane Dramane Ouattara avec son parti, et Afin Guessa et son parti, ils vont toujours camper chacun sur sa position. Il aurait fallu inviter, vraiment inviter la société civile
qui va venir faire la part des choses. Parce qu'après tout, lorsque on a des problèmes en Côte d'Ivoire ou bien partout dans un pays, lorsque les grosses têtes politiques créent les problèmes, parce qu'il faut le dire, ce sont ces têtes qui créent les problèmes. Lorsqu'elles créent les problèmes, c'est la société civile qui en souffre. Donc, cette société civile devait être associée. On ne doit pas continuer à infantiliser la société civile ivoirienne qui a du poids dans ce qui doit se passer réellement. Alors, faire des travaux dont les résultats seront remis à Alassane Dramane Ouattara, une fois pour toutes, nous disons que cela va être un coup d'épée dans l'eau, parce qu'on se souvient de l'enquête de cette commission CDVR dirigée par Kona Bani, et dans les travaux, les résultats ont été remis à Alassane Dramane Ouattara, et il a gardé ces résultats, les conclusions de ces enquêtes, jusqu'à ce que celui-là même qui a été chargé, l'ancien Premier ministre ivoirien, Kona Bani, soit mort aujourd'hui. Nous ne connaissons pas ce qui a été décidé. Alors, ce que nous voulons, après les quelques fuites que nous avons eues, c'est que lorsque ce genre d'enquête incrimine Alassane Dramane Ouattara ou bien ses proches, alors il met en tout cas ce résultat-là de côté, il ne tient pas compte. Donc là encore, Alassane Dramane Ouattara, pour nous, il est en train de poser ce acte-là pour gagner en temps. Sinon, ce n'est pas réellement pour faire de la réconciliation. Il utilise ce mot-là pour endormir l'opposition qui ne fait que dormir il y a très longtemps. Pour sortir de ce petit moment avec vous, Sylvain de Boungou, à vous écouter, on a comme l'impression que l'opposition ne joue pas véritablement son rôle du côté de la Côte d'Ivoire. Est-ce à dire justement que ces formations politiques qui prennent donc part à ce dialogue politique ont déjà tiré leur épingle du jeu? Oui, ces partis politiques qui sont invités autour de cette table ronde, ces partis politiques ont toujours eu les mêmes exigences, changer la loi électorale, la liste électorale, ainsi de suite. Donc, c'est la même cloche. Il fallait vraiment associer la société civile. Parce que ces têtes-là, comme je l'ai dit, ces têtes politiques vont venir, c'est pour toujours danser au son de la même chanson qui a été répétée pendant des années depuis qu'Alassane Dramane Ouattara a pris le pouvoir par les armes. Et donc, c'est ce qui va continuer. Il fallait, pour moi, inviter la société civile. Sinon, ce qui se fait aujourd'hui, ce qui a été ouvert aujourd'hui, c'est pour endormir davantage la société civile, nos parents qui ont été violentés, violés et éventrés, c'est pour les faire endormir davantage. On ne va pas aboutir à un grand résultat. Alassane Dramane Ouattara est en train de conduire son bateau comme il le veut. Il le dirige en paix, malgré tous les crimes qu'il a commis sur le territoire ivoirien et contre les Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara, avec le silence même, je dirais, le silence coupable de l'opposition, avec l'affaiblissement de l'opposition, avec le sommet comateux de l'opposition, Alassane Dramane Ouattara est en train de finir son mandat jusqu'à 2025. Et là encore, je suis sûr qu'il sera encore candidat, ou bien il va pousser son fils Téné pour être candidat à la présidentielle. Merci beaucoup à vous, Sylvain de Boungou, pour avoir participé à cette édition du journal qui se poursuit cap à présent du côté du Burkina Faso pour parler de sécurité nationale et dire justement que le chef de l'État a donc procédé à des remaniements importants au sein de l'armée. Et c'est donc dans un décret en date du jeudi 16 décembre que le président Roch-Marc Kaboré a donc procédé à de nouvelles nominations au sein justement des forces de défense et de sécurité. Au total, 13 personnes ont été nommées dans l'armée, preuve que le remue-ménage dans cette fonction justement se poursuit après avoir touché la hiérarchie du ministère de la Défense et changé le ministère de la Sécurité intérieure, suivi de la nomination d'un nouveau chef d'état-major. Le président Roch-Marc Kaboré a donc opéré ces nouvelles nominations dans les rangs des forces de défense. Les nominations concernent notamment l'Académie militaire avec Georges Namoiano, le
Printane militaire du Kadiogo. Il y a également le cabinet du chef de l'état-major général des armées. Cette série donc de nominations intervient quelques jours après la formation d'un nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Lassina Zerbo et la remise du nouveau rapport sur le drame d'Inata au président Rochemar Kaboré, qui a donc promis de prendre des sanctions fermes contre les personnes qui seront épinglées par le rapport. Nous l'annoncions justement en titre pour parler de l'élection présidentielle initialement prévue le 24 décembre du côté de la Libye. Il se trouve qu'un haut responsable de la commission électorale libyenne a indiqué que l'élection présidentielle prévue justement pour décembre pourrait ne pas avoir lieu à cette date. Car selon les informations de la commission électorale libyenne, il est devenu impossible d'organiser des élections pour le 24 décembre. Cette déclaration faite par une responsable de l'instance chargée d'organiser le scrutin à seulement 8 jours de sa tenue vient donc de jeter ainsi un sérieux doute sur le sort de la Libye. Des candidats rivaux, des factions politiques ont échangé des récriminations, s'accusant mutuellement d'essayer de bloquer ou de manipuler le processus électoral à leur propre avantage. De leur côté, les puissances internationales continuent d'ailleurs de mettre la pression pour que la date du 24 décembre soit maintenue pour l'élection présidentielle, même si ces derniers jours, cette date n'est plus mentionnée dans les dernières déclarations. La Libye devrait alors amorcer la sortie du chaos près de 10 années après y avoir été plongée par ces mêmes puissances étrangères qui sont intervenues dans le pays pour assassiner le guide libyen Muammar Kadhafi. Ces élections sont donc la porte de sortie pour la Libye de cette robe de non-État que revêt le pays d'Afrique riche en pétrole. Cependant, le processus a été entravé depuis le début par d'âpres différences sur la base juridique et les règles fondamentales de l'élection, y compris l'éligibilité des favoris profondément divisés qui n'ont jamais été résolus. Déjà samedi dernier, la commission électorale a déclaré qu'elle n'annoncerait la liste définitive des candidats éligibles tirés des 98 inscrits qu'après les discussions juridiques avec la justice et le Parlement. Et puis, nous sommes donc du côté de Madagascar pour parler encore de cette tentative de coup d'État. Nous le savons, justement, il y avait une perpétuité qui a été requise pour les 5 accusés, y compris les 2 Français dans cette affaire de tentative de coup d'État du côté de Madagascar. Mais il se trouve finalement que la justice malgache a décidé de condamner à 10 et 20 années de travaux forcés les 2 Français accusés d'avoir fomenté un coup d'État contre le président Andry Rajoelina avec une vingtaine d'autres prévenus, car poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs et complot en vue d'assassiner le président Andry Rajoelina. Les personnes arrêtées donc fin juillet, dont certains avaient été placés sous contrôle judiciaire et d'autres, dont les 2 Français en prison, sont désormais fixés sur leur sort. Ce vendredi même, la justice malgache a condamné les 2 Français, principalement à 10 et 20 années de travaux forcés pour avoir donc participé à la tentative d'assassinat du président Andry Rajoelina. S'agissant des 5 accusés contre lesquels le parquet avait donc requis la perpétuité, le jury a opté pour des peines de prison assorties de travaux forcés. Et puis, nous allons du côté d'Istanbul, autant pour moi, c'est bien sûr en Turquie, que ce soit Ankara. Il se tient justement le 3e sommet, justement Turquie-Afrique, qui a donc débuté ce jour même et qui accueille donc des leaders et des ministres de 39 pays africains, dont 13 présidents y sont véritablement présents. Ce sommet entend justement lancer une nouvelle étape, dans les relations avec l'Union africaine et les pays africains. C'est justement l'annonce qui a été le message officiel promu par le ministre des Affaires étrangères turc lors bien sûr de l'annonce de la tenue de l'événement. Les objectifs notamment affichés sont de faire le point sur le dernier plan conjoint Turquie-Afrique 2015-2019 et valider un nouveau programme de 5 ans, notamment doubler le montant des échanges commerciaux pour atteindre au moins 50 milliards de dollars. Il n'était que de 5,4 milliards en 2003. Mais depuis, le président turc a lancé une réelle offensive
38 voyages en Afrique dans 28 pays. La compagnie aérienne dessert désormais 68 destinations sur le continent africain. La santé, l'agriculture et l'éducation seront également au cœur des échanges durant donc ces 2 jours. Les investissements ne sont pas oubliés. Derrière son activisme justement dans le secteur humanitaire et de l'éducation, la Turquie promeut ses entreprises. Lors de son dernier voyage sur le continent, pas moins d'une quinzaine d'accords ont notamment été signés uniquement avec le Nigeria et l'Angola concernant l'énergie, l'agriculture, mais aussi la défense. Rien n'y fait référence, mais les yeux sont aussi tournés sur les enjeux de défense, car la Turquie se présentant comme un acteur alternatif dans ce domaine, surtout avec ses drones armés. La Turquie compte donc 19 attachés militaires en Afrique, une base en Somalie et une intervention en Libye. Dernièrement encore, Ankara met particulièrement en avant ses drones armés. Pour en parler, Gamal Abina est en notre compagnie. Bonsoir Gamal. Alors, ce 3e sommet Turquie-Afrique, à quoi s'attendre? Beaucoup de choses. Il faut d'abord savoir quelque chose d'important, c'est que la Turquie vit actuellement des moments difficiles sur le plan économique. Sa monnaie a été durement frappée par d'abord des attaques après la tentative d'assassinat d'Erdogan en 2016. Et puis surtout, depuis à peu près un mois, on a un décrochage de près de cumuler 80% de la monnaie. Donc une lira turque vaut à peu près 17 à 18 euros. C'est vraiment un véritable effondrement. Et le président Erdogan, qui a parfaitement compris les attaques de l'extérieur, a décidé de laisser sa monnaie au profit d'une politique du tout export. Alors quand la monnaie turque ne vaut pas grand-chose, cela signifie effectivement que le coût de fabrication des produits turcs qui sont de qualité sont de fait plus intéressants et compétitifs. Donc il propose, avec un slogan qu'il a parfaitement réfléchi, il a dit: nous proposons les mêmes produits que les Européens mais à moins cher. Et effectivement, c'est ce que les Turcs mettent en place actuellement. Alors il y a effectivement un redéploiement de plusieurs aspects. La Turquie rappelle que ce n'est pas un État colonial, contrairement aux autres empires coloniaux européens. Et surtout, la Turquie rappelle qu'elle ne donne pas de leçons, elle ne donne pas de leçons de choses, elle n'explique pas, par exemple, aux dirigeants d'avoir une bonne gouvernance, le mot magique qui veut dire en substance la démocratie sous les standards occidentaux. La Turquie s'est déployée sur l'Afrique de façon assez extraordinaire. On voit bien que Turkish Airlines, par exemple, qui dessert 68 destinations, a décidé de dynamiser les échanges, au moins sur le plan du trafic humain. Ensuite, la Turquie a beaucoup investi sur sa relation, le resserrement de sa relation avec l'Éthiopie, puisqu'effectivement, on est passé de moins de 300 000 dollars d'achat d'armement de la part de l'Éthiopie à 95 milliards, donc c'est des sommes faramineuses qui sont en jeu. Et puis la Turquie a décidé effectivement de se positionner en concurrent direct des Européens, bien sûr, mais pas seulement, des Chinois, des Russes et puis des pays émergents qui pourraient s'intéresser à ce gâteau africain, comme on l'appelle habituellement. Donc, à quoi s'attendre? À un sommet qui sera dynamisant, qui rappellera que les Turcs sont en mesure, puisque c'est une grande puissance industrielle, fait partie des 20 premières puissances mondiales, en mesure de pouvoir apporter à la fois des produits manufacturés en Turquie, mais aussi des investissements structurants. Quand on dit structurant, c'est la construction par un autoroute, d'hôpitaux, d'usines de production qui permettraient de faire travailler les populations et de créer de la richesse. Donc les Turcs ont l'intention de sortir d'une politique qui était plutôt une politique plutôt musulmane, orientée islamique, vers une politique qui est plutôt géopolitique et géoéconomique. C'est-à-dire que les Turcs ont décidé de se redéployer sur l'Afrique pour ne pas être en reste et surtout pour sauver l'économie turque qui en a bien besoin. Afrique paraîtrait comme une menace justement pour la France. Parce qu'on sait également que juste à côté, il y a le sommet Russie-Afrique qui se prépare également. D'accord. La France prendrait ça comme une menace, c'est ça la question, parce que je n'ai pas bien entendu. Oui. Oui, les Français sont clairement inquiétés sur le front africain pour 2 raisons. La première, parce que d'abord, les Turcs, quand ils appuient de façon évidente la partie adverse en Libye de ce que l'État français soutient, à savoir le renégat, on peut l'appeler comme ça pour ne pas être plus méchant, Haftar, face au gouvernement légitime, puisque c'est lui qui avait été élu quand même, il faut s'en souvenir, eh bien les Français sont en concurrence avec les Turcs sur plusieurs fronts. Ils sont en concurrence avec les Turcs sur le front libyen, évidemment, sur le front
sur le front syrien, c'est évident, même s'ils convergeaient un temps, mais surtout ils sont nos concurrents sur le front méditerranéen au sens large du terme. Donc les Turcs sont très proches des Algériens, ce qui n'a pas empêché la Turquie de vendre des drones aux Marocains. Les Turcs sont très appuyés d'autres pays comme le Soudan, par exemple, on voit bien qu'il peut y avoir un rapprochement possible, mais surtout les Turcs sont de plus en plus pragmatiques. C'est-à-dire que la politique, une politique politicienne, j'allais dire, une politique idéologique qui consiste à faire du pan-turquisme en Afrique ne veut rien dire. Et les Français ont parfaitement compris que le virage, le recentrage de la Turquie vers elle-même, à savoir vers l'économie turque, vers la puissance turque comme étant une puissance moyen-orientale, mais une puissance régionale importante, et surtout une puissance économique, les Français ont compris que le danger était là. Parce que c'est vrai que si on compare l'investissement français depuis 60 ans, hein, il y a quand même un passif, et l'investissement turc depuis une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, on se rend bien compte, par exemple, que la Turquie a développé pas mal beaucoup de soft power, par beaucoup d'écoles qui sont installées, qui prennent place d'ailleurs en lieu et place des centres culturels de Fethullah Gülen, qui était l'opposant de Erdogan, mais surtout les Turcs ont développé, et c'est assez impressionnant, 38 ambassades en même pas 20 ans. Il y a 68 destinations de la Turkish Airlines, si je ne me trompe pas. C'est véritable maillage économique, aérien, culturel, et puis surtout c'est un maillage simplement de partenariat économique stratégique entre les Turcs et les Turcs et les Africains. Et donc la France prend évidemment ça pour une sorte de concurrence déloyale, parce qu'effectivement les Français n'arrivent pas avec les mêmes armes et avec un passif qui est beaucoup moins net. Donc pour répondre à votre question, oui, la France prend la Turquie pour un adversaire économique très sérieux. Et comme elle est en bisbille avec la question évidemment de la Syrie, de la Libye, évidemment de la Grèce, tous ces éléments, et on ne parle même pas de la reconnaissance des crimes qui ont été annoncés par rapport à ce fameux génocide arménien, tous ces éléments poussent la France à être inquiète par rapport à la Turquie et les Turcs à pousser leur avantage en disant qu'ils n'ont pas effectivement de raison de s'inquiéter puisqu'ils n'ont pas le passé colonial français ou occidental en général. Merci beaucoup à vous, Gama Abina, justement pour votre disponibilité à chaque fois que nous avons besoin de vous, dans le cadre, bien sûr, de ce journal africain qui, va donc s'achever, mais avec cette information qui nécessite encore plusieurs recoupages, mais déjà, c'est presque quasi sûr, Bamako ne verra donc pas Emmanuel Macron comme prévu ce 20 décembre, du moins le 20 décembre prochain, car justement, à en croire les dernières nouvelles qui tombent depuis quelques minutes, le président français aurait donc tout simplement annulé son voyage du côté, bien sûr, du Mali. C'est du moins ce que révèlent déjà depuis quelques minutes plusieurs sites d'information et donc surtout les médias d'investigation qui font savoir que la situation sanitaire serait alors l'une des causes de cette annulation qui aurait donc cependant d'autres explications. Mais déjà, il faut rappeler que Paris avait proposé comme ça d'organiser un mini-sommet du G5 Sahel à l'occasion de la visite du président français, et principe auquel les autorités maliennes avaient adhéré avant d'y remédier par la suite. De toutes les façons, le recoupage justement de cette information se poursuit en attendant bien sûr une confirmation ou un communiqué de l'Élysée confirmant cette annulation du voyage du président Emmanuel Macron pour le 20 décembre prochain du côté bien sûr de Bamako au Mali. Alors je crois que nous allons essayer de retrouver Monoko Touali pour qu'il nous en dise un peu plus du côté bien sûr de Bamako. Quelles sont les nouvelles ? Oui, effectivement, les nouvelles ici, c'est ce que vous venez d'annoncer. Hein. Emmanuel Macron ne viendrait, mais au conditionnel, ne viendrait plus ici au Mali. Les raisons, on a parlé des conseils sanitaires, c'est ce qui a été évoqué selon plusieurs sources que nous avons bien voulu contacter et qui ont apporté leurs réponses. Il y a également le principe d'un mini-sommet du G5 Sahel qui devrait donc avoir lieu profitant de la présence de Emmanuel Macron. Cette proposition avait été faite par la diplomatie française, toute chose qui, au dernier moment, ne serait pas donc approuvée par les autorités maliennes. Ici, nous n'avons pas un communiqué officiel, il faut le souligner. Cependant, les sources diverses que nous avons bien voulu contacter nous confirment que Emmanuel Macron ne viendrait plus à Bamako. Est-ce parce que c'est effectivement une raison sanitaire qui a été évoquée? Est-ce que c'est effectivement parce que le Mali aussi aurait posé ces conditions
Qu'est-ce qui a exactement amené à Emmanuel Macron à ne plus activer son voyage sur Bamako alors que c'était devenu vraiment classique et une tradition que l'armée française soit ait la présence d'une autorité pour faire le réveillon? Est-ce que aujourd'hui Macron ne viendrait pas, un ministre viendrait-il à sa place, quelqu'un d'autre viendrait-il? C'est une équation, mais d'ici là, ce qui est à retenir, c'est que plusieurs sources nous donnent la garantie que effectivement Emmanuel Macron ne viendra plus ici à Bamako. Les raisons, on attend également du côté des autorités maliennes pour pouvoir davantage nous édifier. Ce qu'il faut retenir, plusieurs sources confirment qu'il ne viendrait pas. Merci beaucoup à vous, Monoko Otoali. Nous espérons que dans les minutes à venir, nous serons justement fixés sur cette information, notamment par un communiqué de l'Élysée et surtout les motivations de cette annulation, si jamais elle est confirmée. C'est ici que prend fin cette édition du Journal africain. Merci de l'avoir suivi, chers téléspectateurs. Excellent début de week-end. Bonsoir.